Maintenant nous allons passer à Madame Sophie Nicolaides Salom. Sophie Nicolaides Salom est professeure de littérature comparée. Elle est entre autres l'auteur d'un ouvrage appelé Méditerranée, Terre et Femmes et prépare actuellement un ouvrage sur les thèmes de la liberté dans l'œuvre d'Alexandre Najar, dont elle est vraiment le spécialiste. En tant que présidente de l'Association libanaise des enseignants du français, elle a organisé plusieurs colloques et congrès sur la didactique des langues, adressés notamment aux professeurs du français dans le Moyen-Orient. Madame Nicolaides Salom est une grande amie, déjà honorée à l'Université d'Athènes il y a quelques années. Nous sommes donc très heureux de l'avoir ici encore une fois. Le titre de sa communication est « Regard libanais sur la littérature et l'histoire de la Grèce contemporaine ». Vous avez la parole. Merci. Merci, chère Hélène. Comme Madame Condil vient de vous le dire, nous nous connaissons déjà depuis un bon bout de temps. Grâce à elle, j'ai pu venir il y a 3 ans à l'université d'Athènes. C'était un colloque qui était consacré à la femme, au thème de la femme. Et j'ai parlé de la femme dans l'œuvre d'un écrivain libanais francophone, en montrant en fait quels étaient les rapports très étroits entre la culture libanaise et la culture grecque. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette intervention. Je vis au Liban depuis 40 ans, donc je suis grecque d'origine et malheureusement je me sens incapable de parler en grec. Toutes mes études sont faites en français. Et heureusement que nous avons la traduction automatique. Et j'ai pu constater par moi-même que nos deux peuples sont très très proches l'un de l'autre. Très proches. Surtout quand vous vivez dans les villages. Vous vous rendez compte que ce village libanais aurait très bien pu se situer, je ne sais pas moi, dans n'importe quel village grec. Alors, mon intervention portera sur 2 points. Le premier sera l'influence de l'histoire de la Grèce moderne sur un jeune écrivain libanais francophone, Alexandre Najar. Il a été fortement ému, je pense, parce que c'est un homme qui place la liberté très haut. Il a été fortement ému par, évidemment, la guerre d'indépendance grecque, et il a tenu absolument à écrire un roman. Mais écrire un roman historique pour Alexandre Najar, c'est d'abord faire des recherches scientifiques sur le contexte historique de l'époque dans laquelle il va situer l'action de son roman. Et il m'a demandé, j'étais grecque, j'avais des amis de la famille en Grèce, il m'a demandé si quelqu'un pouvait lui communiquer une liste, mais je ne vous dis pas, une liste de combien d'ouvrages qui se trouvait à la Bibliothèque nationale d'Athènes. Et là, j'ai mon amie Madame Pearson qui était là et qui nous a vraiment rendu ce très grand service. Donc, c'est vous dire que quand vous lisez, d'ailleurs, ça a été traduit en grec, Athéna. Quand vous lisez Athéna, que ce soit en grec ou en français, vous vous rendez compte que tous les événements historiques, les personnages historiques, les lieux, les événements, les batailles, la résistance qu'il célèbre, évidemment, eh bien, sont authentiques. C'est-à-dire qu'il a lu des œuvres historiques et il les a transcrites, évidemment, avec le génie de l'écrivain, il les a transcrites dans ce roman. Il se réfère, entre autres, au massacre de Chios, la bataille de Missolonghi, évidemment, il ne pouvait pas la laisser de côté, à la lutte des insurgés à Athènes, et dans ce cadre historique, il place un personnage de fiction qu'il a appelé Athéna. Athéna. C'est une jeune crétoise
Et depuis l'âge de 15 ans, elle participe à la lutte des jeunes grecs pour l'indépendance. Elle rencontre au cours de ses pérégrinations des philhellènes comme Lord Byron, puisqu'elle rencontre à Missolonghi, le colonel Fabier, qu'on appelait le chevalier de la liberté, et Alexandre Najar place aussi deux écrivains français dont on sait qu'ils sont venus au Liban, excusez-moi, en Grèce, Flaubert et Lamartine. Alors je vais vous lire un petit passage, un de son témoignage sur la genèse de ce roman. C'est dans Athina, mon troisième roman, que j'ai surtout exprimé mon attachement à la liberté, puisque mon héroïne crétoise y apparaît comme le porte-drapeau de la guerre d'indépendance grecque contre l'occupant ottoman. Révoltée dès l'enfance, Athina sacrifie sa vie pour la cause qu'elle défend et perd son propre fils dans la fameuse bataille d'Arcadie où une poignée de résistants préférèrent la mort à la soumission. Pour elle, la révolte est une véritable mission. Alors, je vais lire maintenant un passage du roman. L'écrivain va mettre dans la bouche d'un de ses personnages sa propre vision de la résistance. Et ce personnage, c'est un prêtre, le père Chrysostomos. Voilà ce qu'il dit à Athina. La révolte, c'est le sentiment le plus grand qui existe. La révolte, c'est comme quand le vent souffle et que rien ne l'arrête. C'est comme les vagues lorsqu'elles se déchaînent et qu'elles fouettent les rochers. Qu'est-ce qui la provoque? Elle naît de l'injustice. L'injustice est pareille à l'eau qu'on chauffe dans une marmite. Quand elle bout trop longtemps, elle déborde. C'est cela, la révolte. Que ressent-on vraiment à ce moment-là? Est-ce que quelque chose de physique, un peu comme la faim ou la soif? Oui, on éprouve une sorte d'illumination, d'extase. On ressent le besoin de renverser l'ordre établi. On a la conviction de pouvoir changer les choses et aussi l'impression de ne pas avoir tort parce qu'on est dans le camp de Dieu. Le combat d'Alexandre Najar pour la liberté, pour toutes les formes de liberté, constitue le thème majeur de toute son œuvre. Il rejoint en cela Kazantzakis, qui célèbre les combattants crétois dans un roman que vous connaissez, La liberté ou la mort. Nikos Kazantzakis a fasciné la grecque que je suis, au point que j'ai choisi son œuvre pour sujet de ma thèse de doctorat en littérature comparée. Mais évidemment, le sujet, et j'arrive maintenant au sujet de mon intervention à propos de Kazantzakis, se réfère à mon expérience en tant que professeur de lettres sur la réception donc, de l'œuvre kazantzakienne par les étudiants libanais de master. Dans le cours de littérature comparée, l'écrivain grec était mis en parallèle avec l'écrivain libanais francophone Farjah Lahaïk, et j'avais choisi deux romans, Alexis Zorba et Le Christ crucifié comme corpus. Évidemment, au cours de notre analyse, dans notre étude de l'œuvre, nous avons fait des références à d'autres romans, La dernière tentation, La liberté ou la mort, Les frères ennemis, Le pauvre d'Assise, et cela évidemment enrichit les connaissances des étudiants. Le maître maçon, qui est la première pièce de théâtre de Kazantzakis, a fait l'objet aussi d'une étude comparée avec une nouvelle de Marguerite Yourcenar, Le lait de la mort. Dans les deux cas, il y a un sacrifice. Les sujets d'études proposés ont suscité
suscité un vif intérêt. Il s'agissait de l'opposition entre l'homme de la terre et, en l'occurrence, le dionysiaque, incarné par le personnage de Zorba, et l'intellectuel, à savoir l'apollinien, représenté par le narrateur, un intellectuel plongé dans les livres. Les relations entre ces deux êtres avec la femme ont suscité deux figures féminines, source de vie pour le dionysiaque et tentatrice pour l'apollinien, qui aspirent à l'élévation spirituelle. Seule la figure maternelle est glorifiée dans l'œuvre de l'écrivain grec, et évidemment, cela a donné naissance à de très nombreux débats au cours de nos entretiens. Tout au long du cours, à travers l'analyse des thèmes cités plus haut, les étudiants ont remarqué la soif de liberté qui habite les personnages et l'être de leur créateur. Un mémoire de master a été rédigé par une étudiante, Bianca Naman, et elle a choisi pour titre « L'espace géographique, symbole de l'asservissement et de la liberté, dans le chant du monde Jean Giono et le Christ recrucifié de Nikos Kazantzakis ». La figure de Christ a particulièrement séduit une autre étudiante, Faten El-Mol, et qui allait étudier dans un mémoire où elle met en parallèle le Christ de Kazantzakis, tel qu'il apparaît dans la dernière tentation, et le Christ de Gibran, Khalil Gibran, tel qu'il apparaît dans Jésus, le Fils de l'homme. Nous savons que ces deux figures christiques ont peu de rapport avec le Jésus des évangiles. C'est pour cette raison peut-être que l'étudiante libanaise s'y est attachée. Elle m'a confié plus tard, en écrivant ce mémoire, je suis tombée amoureuse du Christ. Du Christ. Voilà, donc est-ce la question? Mais du Christ. Bon, entre parenthèses, elle est grecque orthodoxe. Oui, exactement. Outre les mémoires, de nombreuses recherches ont révélé d'autres centres d'intérêt. J'en citerai deux. Il y a eu beaucoup de recherches, j'en choisis deux. Une étudiante, Marianne Njem, qui suivait des études de philosophie en même temps que le cursus de lettres françaises, a étudié la présence de la doctrine de Bergson dans Alexis Zorba. Une autre étudiante, Samar El-Haj, a analysé les rapports entre le maître et le serviteur dans le même roman, et elle a établi une comparaison avec Jacques le fataliste de Diderot. Ce qui est à retenir de ces études, c'est d'abord les horizons sans limite qu'ouvre la littérature comparée, et ensuite l'étendue de la culture des jeunes Libanais associée à une vive imagination. Et pour illustrer mon témoignage, je me permets de vous lire des témoignages de deux des étudiantes qui ont suivi ces cours durant plusieurs années et qui sont à l'heure actuelle des collègues à l'université. Christelle Stéphane Hayek présente ses impressions sur le maître maçon. On ne sort pas, je la cite, on ne sort pas indemne d'avoir lu Kazantzakis. Ce qui m'a le plus bouleversée lorsque j'ai eu à lire le maître maçon, ça a surtout été la philosophie sous-jacente. On sacrifie une vie, la vie d'une personne bien aimée, qui plus est, pour la pérennité de l'œuvre, donc, en d'autres termes, pour l'immortalité. Nous venons d'un abîme obscur, nous aboutissons à l'abîme obscur. Le but de la vie éphémère est l'immortalité, dit-il d'ailleurs dans Ascèse, longtemps interdite par le Vatican. Ce que j'ai d'abord ressenti comme de l'égoïsme pur, doublé de machisme, le maître maçon sacrifiant sa maîtresse, m'est ensuite apparu comme un acte sublime. En effet, la femme, cet être charnel, fortement lié à la terre, vit une sorte d'apothéose lors de son sacrifice par l'eau du fleuve, élément féminin et maternel par excellence. L'homme, quant à lui, être de raison et de travail, s'élève vers l'absolu, tant recherché,
en renonçant à la femme d'une part et en accomplissant ce qu'on pourrait appeler le grand œuvre. Exactement. Et le maître maçon, c'est aussi Kazantzakis, un être en quête d'absolu. Et ce penseur acharné que j'ai découvert dans cette œuvre, somme toute primaire, j'ai eu du bonheur à le redécouvrir encore et encore à travers ces romans qui ont suscité toutes les passions, dont la mienne. Samar El-Haj, quant à elle, va montrer les rapports très étroits qui existent entre les deux cultures, la culture libanaise et la culture grecque. Je la cite. Au travers d'un cours portant sur l'étude comparée du mythe de la terre et la femme dans les œuvres de Pajala Haï, David Allah, et de Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba, j'ai eu l'occasion de découvrir, plus que Haï qui est plus proche de ma culture en tant que libanaise, Kazantzakis, les similitudes entre sa culture et son roman, et ceux de l'écrivain libanais, malgré les divergences qui font la particularité de chaque auteur. J'ai d'une part découvert à quel point sa culture et sa conception de la terre et de la femme sont proches de celles que je peux considérer comme nôtres, et à quel point son œuvre est ancrée dans une tradition et puise dans les mythes littéraires. Probablement, de par certaines ressemblances entre la culture libanaise et la culture grecque, il m'a semblé que Kazantzakis, et plus précisément le personnage de Zorba, du fait que le roman est en partie autobiographique, est ancré dans mon monde. Avec le recul qui m'est possible aujourd'hui, et en parcourant à nouveau Alexis Zorba, il m'est, oserais-je dire, plus sympathique que nombre de personnages d'auteurs libanais francophones, sans doute parce que je me retrouve personnellement dans le caractère d'un Zorba pragmatique. Bien avant les étudiantes, j'ai moi-même été attirée par l'œuvre de Kazantzakis grâce à Jat Hatem, un penseur libanais, philosophe et théologien de formation, ayant aussi fait ses armes dans les études littéraires. Il a été le premier à jeter sur l'œuvre de Kazantzakis un regard nouveau, plutôt le regard du philosophe, bien sûr, que celui d'un professeur de lettres. 3 de ses recherches ont été d'abord traduites en grec et publiées à Athènes sous le titre Masque et Chaos, avant d'être éditées en France dans la langue originale. L'étude sur le Christ crucifié, sous le titre de la théâtralité et de la métamorphose du masque, se fonde sur une analyse de 2 figures christiques représentées par 2 masques sculptés par le protagoniste du roman, Manolius. Jat Hatem réfléchit sur la représentation de la passion comme révélation de l'être profond des personnages choisis pour jouer dans la pièce de théâtre. Il analyse simultanément la différence entre le Dieu de la Bible et sa place dans le roman, et le Dieu de Kazantzakis en se référant à Assès, Askitiki. L'étude sur Alexis Zorba s'intitule « L'opposition de l'esprit et de la chair ». L'auteur y analyse le langage et, ce faisant, révèle les rapports étroits entre l'intrigue du roman et un ouvrage de Bergson, Le Rire. Il oppose l'homme de la terre, Zorba, qui saisit le monde à travers les sens et s'exprime par la danse, et l'intellectuel qui, plongé dans ses livres, s'exprime par les mots et, de ce fait, immobilise la vie. Il est évident que Kazantzakis ne laisse pas indifférents les lecteurs de tous les pays. L'association des amis de Kazantzakis est présente sur tous les continents et son œuvre fait l'objet de plusieurs activités. Jeunes et moins jeunes jettent un regard à la fois curieux, critique et souvent enthousiaste sur ses écrits, plus particulièrement sur ses romans. Pour conclure,
La Grèce contemporaine, par son histoire et sa littérature, a trouvé une place de choix dans le milieu culturel libanais. Il reste encore beaucoup à faire pour que notre littérature, la littérature grecque, rayonne dans le monde arabe. Cette journée préparatoire est une très heureuse initiative et j'espère pour ma part qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. Merci.